Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardons, et encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et les amis, cette vidéo sera un peu spéciale vu qu'il s'agit de la dernière vidéo de la série 2023. Nous sommes sur les portes de l'année 2000, la nouvelle année 2024. Donc par la même occasion, je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et prenez soin de vos animaux, les amis. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, donc cette vidéo, ça va être un échange, ça va être des réponses, ça va être des informations pour clôturer la belle année 2023. Donc, pour moi, 2023 a été une année très positive en termes d'échange, en termes d'apprentissage. Donc, j'ai fait énormément de formations, les amis. Donc, il me reste encore une dernière formation dans 2 jours, mais je pense que je viens de cumuler 40 heures de formation en 2023 auprès de différentes associations. Les amis, c'est ce que je vous conseille de faire parce que quand vous allez demander des certificats de capacité, même si vous êtes capacitaire pour un chardonneret, dans 2 ans, vous pouvez repostuler pour un dossier de capacité des tarins, des bouvreuils ou des fringilidés tout simplement. C'est mon objectif, donc je souhaite déposer une demande pour tout type de fringilidés. Je ne sais pas si ça va passer ou pas, les amis. Donc du coup, voilà, donc j'ai été bloqué par 2 ans. Donc après 2 ans, une fois qu'on a obtenu un certificat de capacité d'un animal, pour moi, comme je vous expliquais, je suis capacitaire sur une espèce d'oiseau, mais je suis aussi capacitaire sur des espèces de poissons, le gibert rosa et le cytophilapia, les amis. Donc je suis bloqué pendant 2 ans. Je ne peux pas reposer un dossier parce qu'il n'y aura pas une comité pour la même personne tous les ans. Donc voilà, donc l'idée là, c'est de déposer une demande, en fait un dossier de demande de certificat de capacité pour toute la famille de fringilidés. Je ne sais pas si ça va passer ou pas, mais bon, pour ça, il va falloir que je vise 50 heures de formation avec mes anciennes formations et les nouvelles formations. Et je vous conseille de faire pareil. Quand on fait une formation, on ne perd jamais notre temps, les amis, ne serait-ce qu'aller au contact des autres, agrandir son carnet d'adresses. Quand on va dans les conférences, dans les réunions, etc., en fait, on croise des gens, on fait connaissance des gens, et des fois, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup plus de pratique ou beaucoup plus de théorique, ou tout simplement, en fait, qui nous partagent leurs propres erreurs à éviter, les amis. Par la même occasion, les amis, je tiens sincèrement à remercier l'EIE, donc éleveur des indigènes et d'exotiques, qui a fait une bonne communication pour la chaîne. Et j'étais assez surpris en fait des commentaires et de la reconnaissance de certains abonnés, les amis. Donc je tiens sincèrement à remercier les gens qui ont commenté, qui ont liké cette publication. Et j'étais sincèrement touché par votre gentillesse, les amis. Je tiens aussi à remercier Kamal, qui a aussi fait une bonne communication, Amine aussi, Mac 93, qui a fait aussi une bonne communication, c'est des amis. Et puis n'hésitez pas à aller rejoindre le groupe EIE, qui fait partie en fait des groupes les plus sérieux sur Facebook. Dans les réseaux sociaux, malheureusement, il n'y a pas que des groupes sérieux, donc il faut faire attention dans quel groupe vous atterrissez, les amis. L'EIE, c'est un bon groupe où il y a en fait des éleveurs qui sont chevronnés, on appelle des connaisseurs dans l'élevage, les amis, que ce soit mutation, bien-être, etc. Donc je tiens aussi à vous informer que la chaîne a fait un don à l'association Unicab à votre nom. C'est grâce à vous, les amis. Donc plus on est nombreux sur cette chaîne là, et plus les dons ils seront généreux envers soit des associations. L'année dernière par exemple, c'était un refuge d'animaux dans le 28. Là cette année c'est un peu Unicab, mais je vous réserve une surprise à partir du mois de janvier et du mois de février. On va en fait acheter des nids, on va aller les placer avec l'autorisation de la mairie et la commune, les amis. On va aller les placer dans le bois, chose que je faisais déjà avec une ancienne association qui n'existe plus avant le Covid, donc elle s'est dispersée avant le Covid, mais c'est ce genre d'activité, en fait, on le faisait déjà avant le Covid, mais depuis le Covid, il y a beaucoup d'activités qui ne se font plus comme avant, donc je souhaite restaurer cette activité et partager avec vous, en fait, comment on fabrique, comment on prépare, en fait, les nids, où est-ce qu'on va les placer dans les bois, et puis comment on les nettoie une fois par année, les amis.
Donc, je vous rappelle aussi que la partie 2 de la visioconférence autour des chardonnays donnés par Jean-Michel Etorf aura lieu le 13 janvier. Donc, n'hésitez pas pour avoir droit à cette visioconférence et d'autres visioconférences qui auront lieu en 2024. Il faut juste s'abonner, s'adhérer à l'EIE via un bulletin d'abonnement que vous pouvez demander à Kamel sur Facebook directement. Et au prix de 5 €, les amis, 5 €, c'est un kebab. C'est le prix d'un sandwich, les amis. Sur toute l'année, vous allez bénéficier des informations sur l'avancement du dossier avec une ICAB, sur les visioconférences et vous pouvez aussi bénéficier de conseils sur votre élevage ou des choses en fait qui vous sont spécifiques, les amis. Donc n'hésitez pas à demander le bulletin d'abonnement sur Facebook directement à Kamel Latrèche ou sur le groupe EIE qui est un groupe pour moi c'est l'un des groupes les plus sérieux où il y a en fait une communauté qui s'y connaît un peu. Et ensuite je tiens à remercier et faire une dédicace à Mourad B230, donc il y a un nouvel abonné récent sur cette chaîne là, donc il découvre, il laisse beaucoup de commentaires parce qu'il découvre les vidéos. Il est tu m'as éternué dessus. Donc je voulais faire la vidéo dans le garage, mais les cris des haras ne laissaient pas entendre en fait la vidéo correctement. Je voulais la faire dans la volière, c'est pareil, les cris des perruches. Alors je sais pas tous les oiseaux crient aujourd'hui, parce qu'il y a quelques rayons de soleil, mais il fait très frais dehors et dans le garage. Donc c'est pour ça finalement j'ai décidé de la faire à l'intérieur. Il n'y a personne à la maison, donc je suis tranquille pour vous faire une dernière vidéo. On entend mieux ma voix plutôt que les cris des oiseaux, les chants des oiseaux, les amis. Donc Mourad, je reviens au nom de cette chaîne-là, au nom des associations auprès desquelles on a effectué des dons, je tiens à te remercier. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, les amis. Donc pour ceux qui rencontrent un problème d'humidité dans leur salle d'élevage, n'hésitez pas à installer un déshumidificateur d'air. Donc c'est le cas à moi. Donc j'avais jamais eu de problème d'humidité dans la salle depuis que j'avais fait l'isolation thermique, l'isolation phonétique. Mais malheureusement, l'été dernier, j'ai dû régler la porte vers le jardin. Donc, je l'avais enlevé pour faire la peinture, etc. Et j'ai dû la régler et j'avais laissé en fait un petit espace en dessous de la porte pour l'aération. Parce que la VMC, quand elle va aspirer l'air vers l'extérieur, en fait, il lui faut un autre trou, un autre flux pour pouvoir, en fait, sinon l'air sera bloqué. S'il n'y a pas d'issue pour que l'air soit tiré, brassé, en fait, j'avais soulevé un petit peu la porte et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas réglé avant l'hiver. Maintenant, c'est trop tard. Je ne vais pas enlever toute la porte parce que sinon, les oiseaux vont attraper froid. Mais par contre, j'ai installé un déshumidificateur d'air. Donc, j'essaie de boucher les trous. Non, j'essaie de boucher les trous sous la porte, mais j'ai installé aussi un déshumidificateur d'air parce que toute l'humidité du jardin, les plantes, les arbres, etc. rentrent à l'intérieur et j'ai vu mon taux d'humidité monter à 80-85%, ce qui n'était jamais le cas en cette période pour moi, les amis. Donc n'hésitez pas, je vais vous montrer une machine que j'ai payé 150 € dans les supermarchés que vous pouvez aussi installer. Il faut vider l'eau parce que je retire presque tous les jours, je retire un demi-litre d'eau, les amis. Donc en 3 jours, j'avais le bac de 1,5 litre, 2 litres plein. Donc c'est énormément d'humidité qui va rendre malades vos oiseaux qui sont déjà fragiles en cette période hivernale, les amis. Donc le déshumidificateur. Donc là, il faut lire 62%, il est à l'envers. Voilà, donc ici, vous avez l'aspiration. Donc ça, c'est une grille pour éviter que les saletés rentrent dedans. Donc il faudra l'aspirer de temps en temps. Il y a beaucoup de plumes et beaucoup d'impuretés qui vont être collées à cette grille-là. Et puis ici, en fait, c'est la sortie d'air. Donc il ne faut pas l'orienter vers les cages, les amis. Donc elle aspire par là. Elle recrache par là en enlevant l'humidité. Donc ça c'est un modèle vraiment bas de gamme. Donc vous voyez toute l'humidité. Donc tout ça c'est l'humidité. Parce que sous la porte, les amis, j'ai laissé un vide et j'ai oublié en été de le descendre. Donc là c'est trop tard, je ne peux pas enlever la porte pour la régler. Donc ça c'est le compresseur. Donc vous voyez, donc ça c'est l'eau que je jette toutes les journées ou toutes les 1 journée et demie, quoi. Voilà, donc dès que ça arrive là, en fait, ça coupe.
Voilà, donc vous pouvez régler l'humidité, il fonctionne en continu jusqu'à ce que l'humidité, en fait, le taux d'humidité arrive à votre consigne. Donc j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi brancher un tuyau, comme ça vous évite en fait de l'arrêter à chaque fois pour le vider le bac. Vous branchez un tuyau spécial d'évacuation, vous le mettez directement dans l'évacuation. Et il est comment? En fait, moi je l'ai branché sur ça. Donc vous voyez que toutes les 2 heures, il fonctionne 1 heure. Voilà. Donc comme il n'a pas de fonction automatique, dès qu'il est sur secteur, il s'allume en fait automatiquement. Moi, je l'ai mis directement sur un programmeur. Donc vous voyez très bien qu'il fonctionne 1 heure chaque 2 heures. Donc il fonctionne 12 heures les amis pour garder la température de 63 ou 65. Entre 60 et il est pas précis, entre 60 et 65. D'accord? Truc beaucoup plus archaïque, bah, ce sont ce système là que vous connaissez, hein, un vieux système. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'y a pas besoin d'électricité. Donc moi j'en ai dans les volières à l'extérieur, j'ai ça et j'ai aussi dans le garage. Donc ça parfume, donc le bloc de sel que vous voyez au-dessus, il a une bonne odeur. Donc on sent surtout la bonne odeur ici, plutôt que l'odeur des oiseaux. Et puis par contre il faudra le vider. Donc là il n'y a pas trop d'humidité. Il faudra le vider 1 fois par semaine, quoi. Et ça coûte pas cher la recharge, quoi. Donc ensuite, on va attaquer les questions dans l'ordre. Donc il y a un abonné qui m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que porteur de FEO sur classique donne 100% des jeunes porteurs? Non, en fait, si le mâle était FEO, et une femelle classique, oui, on a le cas où mâle et femelle qui sont issus de ce couple-là soient tous porteurs de FEO, mais ce n'est pas le cas. Comme vous mettez un porteur de FEO sur un classique, c'est surtout, il faut éviter ce genre de croisement les amis. Pourquoi? Parce que vous allez avoir que des classiques mâles et femelles, et parmi vos classiques, il y en aura qui seront porteurs de FEO et d'autres pas porteurs de FEO. Mais par contre, il n'est pas possible de identifier ceux qui sont porteurs des noms parce qu'ils sont tous classiques. Donc comme ils sont tous classiques, même vous n'allez pas pouvoir identifier ceux qui sont vraiment porteurs et ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un croisement à éviter si vous voulez vraiment maîtriser vos jeunes. Et la génération que vous allez obtenir en faisant ce croisement-là est la génération que vous allez obtenir en croisant cette génération-là. En fait, ils seront potentiellement ce qu'on appelle potentiellement... arrête. Ils seront ce qu'on appelle potentiellement porteurs. Et malheureusement, en fait, c'est une des erreurs où on perd en fait le gène. Si on travaille avec ces potentiels porteurs, en fait, c'est pile ou face. Vous pouvez soit effectivement mettre un porteur sur un porteur et avoir en fait des FEO, ou soit complètement perdre votre jeune. Donc ce n'est pas conseillé de travailler de cette façon, sachant qu'il y a des personnes qui ont travaillé avec des potentiels porteurs et ils ont bien réussi à sortir des mutations, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Donc pour les mutations récessives, je mets toujours un mutant sur un porteur ou une mutante sur une porteuse, voilà, histoire d'avoir des mutants, et ceux qui ne sont pas mutants, ils sont forcément en fait des porteurs. Et je n'ai pas de potentiel porteur les amis, parce que en fait c'est encore une incertitude. Il faut éviter les incertitudes quand on fait l'élevage les amis. Deuxième information entre guillemets, sur cette chaîne-là, on avait parlé du FEO Aurora. Donc le mot FEO, c'était l'ancienne appellation, mais le mot Aurora, il a son intérêt aussi. Pourquoi? Parce que d'après en fait plusieurs spécialistes et d'après plusieurs débats, donc même moi ça je l'ai appris récemment, et grâce à qui? Grâce à Kamel Latrèche. En fait, la mutation qu'on croyait être le FEO, en fait, ne l'est pas, n'est pas une mutation FEO, mais c'est une mutation qui s'y rapproche, parce qu'on avait quand même comparé la plume. Si vous vous rappelez, la première année où j'avais lancé cette chaîne-là, j'avais des canaris FEO, j'ai partagé avec vous la plume du FEO. Le FEO, il a une plume dépourvue de toute eumélanine, il ne garde que la phéomélanine brune. Et j'avais comparé à la plume de mes chardonnays FEO, et c'était exactement la même plume. Le problème, c'est que je vous ai fait une remarque, les rémiges devaient être blanches, juste avec quelques bouts bruns chez le chardonnay, mais ce n'est pas le cas. Il reste en fait une couleur un peu cendrée qui est dessous de la plume, la sous-plume en fait qui apparaît, et ça, j'avais déjà un doute en fait sur
sur la mutation féo chez le chardonnay, je me suis dit, bah, peut-être que nos féos en chardonnay, ils sont pas assez bien travaillés pour sortir un oiseau blanc avec du brun. Il lui reste en fait un reflet un peu argenté, un peu cendré sur les rémiges. Et je me suis dit, avec le temps, peut-être avec le travail des éleveurs, on va finir en fait par aboutir sur un oiseau qui ressemble un peu au canari. Ça veut dire il a les rémiges toutes blanches avec des petits nuages bruns. Mais avec les échanges que j'ai eus dans un groupe WhatsApp où il y avait aussi Kamel Latrèche, il m'a expliqué que ces débats ont déjà eu lieu avec d'autres spécialistes du féo et en fin de compte c'est pas le féo, c'est le Aurora, donc c'est la mutation Aurora qui se rapproche un peu du féo et peut-être qu'un jour, et comment ça a été prouvé que c'était pas du féo, ils ont croisé en fait un chardonnay féo sur un canari féo, donc les métis ils auraient dû être 100% féo mais c'était pas le cas les amis, donc voilà, j'en sais pas plus, mais bon moi j'avais un petit doute par rapport au rémiges quand je vous ai partagé, donc je vous ai dit peut-être que c'est dû à ce que la mutation elle est encore nouvelle et il n'y a pas eu en fait un bon nettoyage de mélanine. Mais bon, comme quoi, des fois, même si on a des informations, même si on s'y connaît un minimum, il faut toujours continuer en fait à échanger, il faut toujours continuer à parler avec les autres éleveurs. Ce petit détail, il a son importance dans le travail de la sélection, le travail ou le projet tout simplement d'élevage, les amis. Donc, juste des informations concernant le féo. Donc, le féo, c'était une ancienne appellation parce qu'on pensait que c'était vraiment la mutation féo. Donc, aujourd'hui, on l'appelle les féos, les anciens féos par les Aurora. Et les Aurora ne sont pas des vrais féo, les amis. Peut-être un jour on verra une vraie mutation féo chez le chardonnay. Deuxième question. Nystatin, voilà, donc il y a une personne qui me dit bon bah elle a la mégabactérie. On a déjà vu cette pathologie sur la chaîne. Et quand elle va chez le médecin, chez le vétérinaire, en fait, il n'y a pas de Bactrim. Donc elle m'a demandé quelle autre molécule similaire pouvait en fait agir contre la mégabactérie. Donc à savoir que le Bactrim tout seul en fait n'agit pas sur la mégabactérie que lorsque elle est vraiment au début. Lorsque la mégabactérie devient dense, ça veut dire en fait c'est plus le même type de soins qu'on doit apporter. Il faut rajouter le fongizin, les amis, un antifongique. Il faudra faire recours au Bactrim plus un antifongique. Ah ben, ceux qui ne trouvent pas en fait auprès de leur vétérinaire le Bactrim, vous pouvez toujours demander le Nystatin, la Nystatin par exemple les amis, parce qu'elle a fait ses preuves là récemment chez certains éleveurs et donc ils ont partagé ça avec moi et je vous le partage aussi. Donc chez les vétérinaires vous pouvez demander la Nystatin plus le fongizin, ça dépend en fait de la phase d'avancement de votre pathologie. Alors, une idée pour décorer les nids dans les foliaires, donc pour les chardonnays. Donc, il y a une personne qui est en Algérie, je pense, elle m'a demandé, moi j'aimerais bien décorer le nid. Par contre, toutes les décorations qu'on voit en fait sur les chaînes YouTube, sur les forums, machin, en fait c'est un truc un peu standard. Donc je rappelle, ça j'avais déjà répondu, décorer le nid ne fait plaisir que à l'éleveur, elle ne fait pas plaisir en fait aux oiseaux. Par contre, il se peut que certains oiseaux sont stressés et en fait, ils vont être un peu apaisés, un peu rassurés quand on leur décore le nid. Décorer le nid, ça ne veut pas dire charger le nid. Des fois, en fait, à force de décorer, on crée un stress à l'oiseau, que ce soit dans la volière ou que ce soit dans la cage. Et comment on identifie que c'est une source de stress, la décoration? En fait, l'oiseau, il a le bec ouvert en permanence, il respire par la bouche au lieu de respirer par les narines. Il n'arrête pas, en fait, de faire des va-et-vient. Donc, que ce soit dans la cage ou que ce soit dans la volière. Donc, dans ce cas-là, observez bien la cage, observez bien la volière et retirez ce qui pourrait stresser l'oiseau, les amis. Par contre, une simple décoration du nid, bah, je vous mets une photo. Donc, vous prenez du grillage, peu importe, et vous glissez des tiges de sapin, du cyprès, de tout ce qui ressemble en fait à un sapin, et vous mettez une coupole. Donc vous prenez une coupole, du grillage, vous faites un petit cylindre et vous glissez quelques branches de sapin que vous pouvez trouver dans les bois ou quoi que ce soit. Par contre, vérifiez bien que vos sapins ne sont pas malades, n'ont pas de champignons, parce que les chardonnays sont très joueurs, ils ont tendance à mettre dans leur bouche tout ce qui traîne en fait dans la volière ou machin. Donc prenez bien des cyprès qui sont encore frais et qui sont verts, qui ne sont pas bruns, qui ne sont pas jaunes, qui ne sont pas blonds, parce que ça peut être aussi des champignons ou des parasites d'arbres que vous allez ramener dans votre volière et puis contaminer, finir par faire des catastrophes dans votre élevage, les amis. D'accord, donc ensuite, hop.
Le programme d'éclairage. Alors, les gens, en fait, ils me demandent à quel moment, si on souhaite travailler avec un éclairage artificiel, à quel moment on commence en fait à modifier et comment on modifie. Alors là, en fait, il y a autant d'écoles, il y a autant de techniques que d'éleveurs. Il y a des éleveurs en fait qui ont développé leur propre programme pour rallonger, pour raccourcir en fait la durée de journée ou de la lumière. Et d'autres en fait, ils ont copié. Mais par contre, encore une fois, ce genre de technique en fait, il est propre à l'éleveur. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas que de l'oiseau, de l'espèce de l'oiseau, il dépend de la souche. Il dépend de la préparation des oiseaux avant cette période-là et il dépend aussi de l'installation. Il dépend du chauffage, la température, les paramètres de l'élevage, voilà, il dépend du régime alimentaire, etc. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui veulent travailler avec un éclairage artificiel, qui veulent modifier eux-mêmes, on commence en général à partir de janvier. Moi, je suis à partir de janvier. Il y en a qui le font en novembre, en décembre, mais pour moi, je juge que commencer à bouger l'éclairage à partir de janvier, à partir de novembre, décembre, ne laisse pas un temps de récupération et de repos aux oiseaux entre la fin de la mue et le démarrage de la période de repos. Sauf si vous me dites que toute l'année, vous avez tout décalé. En fait, l'oiseau, il a ses 4 saisons. Si vous décalez tout, c'est transparent pour l'oiseau. Le plus important, c'est que l'oiseau puisse récupérer assez entre la fin de la mue et le démarrage de la période de reproduction. Il est en train de danser. Allez, danse, allez, check. Il aime bien danser. D'accord, donc ce qui est important, c'est que n'essayez pas en fait de respecter 2 saisons en fait naturelles et puis à un moment donné basculer du jour au lendemain sur en fait un rallongement de la durée de la journée. Pourquoi? Parce que vous allez déboussoler vos oiseaux, vous allez les faire rentrer en mue. Plus important, c'est de vérifier que vos oiseaux ont bien récupéré entre la fin de la nuit et le début ils ont bien dormi. Donc à un moment donné, ça s'inverse. La nuit dure plus longtemps que la journée. Donc ça c'est important parce que l'oiseau il est en train de récupérer. Quand l'oiseau il dort la nuit, par exemple si la nuit elle fait, je vais dire une bêtise, 12 heures et que la journée elle fait 12 heures, si la nuit par exemple elle fait 14 heures, 15 heures et que la journée et le reste c'est de la journée, ça veut dire les organes de l'oiseau ils sont en train de se purifier. Vous savez très bien, quand l'être vivant ne mange pas, son corps il se nettoie, il se débarrasse des toxines et ça joint en fait la phase de purification qu'on faisait sur cette chaîne là ou qu'on fait toujours sur cette chaîne là à partir du mois de janvier. Ça c'est pour en fait purifier le corps. Donc c'est pareil, nous quand on va aller se coucher la nuit, si on mange léger, notre corps va se débarrasser des toxines, va se nettoyer, le foie va se nettoyer, les reins, la rate, etc. Mais si on mange beaucoup, on va aller se coucher, le lendemain on va se réveiller, en fait notre corps ne s'est pas débarrassé des toxines et c'est pas bon. Donc les oiseaux c'est pareil, ils ont une phase en fait en hiver où ils doivent plus dormir que de manger parce que c'est une sorte de purification naturelle et dans la nature ça fait pareil. Dans la nature les oiseaux qui sont sédentaires en fait qui respectent en fait ce programme naturel, en fait naturellement leur corps se débarrasse des toxines pour se préparer en fait au printemps qui va arriver. Donc ensuite, décorer le nid, la coloration avec des produits, voilà d'accord, ok, bon, la coloration les amis c'est un très gros chapitre. On a fait de la coloration chez les canaris, donc moi je suis un ancien spécialiste de la coloration rouge, donc le Red Factor chez les canaris, donc j'avais fait les lipomosaïques rouges, j'avais fait les isabelles rouges, les satinés rouges, les bruns rouges, voilà donc c'était ma spécialité, notre spécialité ici à la maison. Et puis à un moment donné en fait j'ai eu l'idée de colorer les chardonnays. Donc quelques années plus tard, après le Covid, j'ai eu l'idée de colorer le chardonnay et j'ai fait beaucoup de tests les amis. Donc j'ai pris des chardonnays de différentes mutations, je les ai soumis au même programme de coloration du canari mosaïque, donc à partir du 40-45e jour jusqu'à la mue juvénile, et j'ai observé. Et donc comme je vous ai expliqué, j'ai observé que les têtes blanches, ils ont bien fixé le colorant, les porteurs de tête blanche, ils ont bien fixé le colorant, et le jaune, il a bien fixé le colorant. Le reste, c'est une perte de temps. Colorer des oiseaux qui ne sont pas tête blanche, porteurs de tête blanche ou jaune, en fait, vous perdez votre argent et vous faites mal au foie. Par contre, cette technique-là de coloration chez les chardonnays,
c'est pas une invention. On a déjà réussi à colorer le canari. La couleur rouge chez le canari, elle vient de où? Elle vient du tarin du Venezuela, les amis. Le gène qui fabrique le rouge et qui le fixe sur le plume n'existe pas à l'origine chez le canari. Il a été ramené de chez le tarin du Venezuela, les amis. Et donc, du coup, c'est pas une invention colorée des chardonnays, ça existe déjà chez le canari, chez le bouvray, chez le tarin. On a coloré les oiseaux pour les aider à mieux faire sortir ou fixer en fait le colorant. Parce qu'il suffit en fait que l'oiseau soit en carence d'une substance et puis en fait son corps produit mal le pigment caroténoïde ou le fixe mal. Donc la coloration chimique, encore une fois, elle a fait ses preuves chez le canari, chez d'autres espèces de fringillidés, les amis, qui sont jugés sur la pudeur de l'intensité en fait de la couleur rouge. Et puis moi je l'ai testé chez le chardonnay. Par contre, elle a un inconvénient, c'est le foie. Donc, le trop de colorant, comme on ne sait pas le dosage exactement qu'il faut pour chaque chardonnay, le colorant, il va finir dans le foie, où c'est là où il est intéressant en fait de connaître aussi comment nettoyer le foie. Donc, moi, je vous conseille que si vous colorez vos chardonnays, il faut déjà que vos chardonnays soient tête blanche, porteurs de tête blanche ou jaune, et vous appliquez le programme de coloration du canari mosaïque. Et puis, il faut aussi connaître comment nettoyer le foie, sinon vous allez perdre vos oiseaux, les amis. Sinon, je vous conseille de ne pas colorer vos oiseaux, vous jouez sur l'axe en fait de la génétique. Encore une fois, la couleur rouge chez un oiseau, elle dépend de deux piliers. Le pilier de la génétique, donc la sélection des parents, et le pilier en fait de la préparation, qui est en fait entre guillemets la coloration ou le régime alimentaire équilibré, ou il y a aussi les gens qui colorent avec les aliments naturels, qui pour moi une fausse coloration, les amis. Je vous rappelle que la betterave, c'est de la bêta-carotène. C'est pas de la contaxanthine. La couleur rouge pure chez l'oiseau, c'est la contaxanthine. Et cette substance-là se retrouve vraiment en quantité très fine chez les plantes. Dans la nature ou dans l'état sauvage, le chardonnay, il mange énormément de plantes. C'est pour ça qu'il a des masques très rouges, brillants, ils sont beaux, etc. Il est exposé au soleil. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent en fait l'apparition d'une belle couleur chez le chardonnay. Mais dans les élevages en captivité, les oiseaux ne sont pas exposés au soleil et donc ils n'ont pas cette brillance-là. Et en plus, les régimes alimentaires, quand ils sont bâclés, en fait, il ne faut pas s'attendre à une couleur rouge brillante comme donc les aliments qu'on trouve de couleur, le poivron rouge par exemple, il colore le chardonnay en orange. C'est de la bêta-carotène. Les carottes, à la couleur en orange. Donc tous ces aliments-là, il faut savoir deux choses. Vous avez la couleur orangée qui est portée sur la bêta-carotène et la couleur rouge qui est portée sur la contaxanthine. La contaxanthine ne se trouve qu'en fine quantité dans les plantes. Et dans ce cas-là, il va falloir cueillir une diversité de plantes et régulièrement à vos chardonnays, c'est énormément de boulot. Ou bien elle existe dans les crustacés. Donc tout ce qui est animaux marins, type écrevisses, crevettes, des petits escargots, etc., etc. Et la bêta-carotène se retrouve dans les légumes, les fruits, tout ce qu'on trouve en fait dans la cuisine. Donc méfiez-vous, beaucoup de betterave va donner un masque orangé à vos oiseaux et pas un masque rouge. D'accord? Donc pour le distinguer, après avoir donné de la betterave à vos oiseaux, après pour ceux qui font pas de concours, c'est pas grave, vous pouvez donner la betterave, c'est quand même un aliment naturel, vous pouvez donner la carotte, etc., etc. Mais moi je vous parle pour ceux qui font des concours, faites attention, n'allez pas dire que les produits chimiques qui sont nocifs pour le foie, je vais donner les produits naturels, et une fois qu'on a mis vos oiseaux sous un éclairage particulier pour un jugement, on se rend compte que l'intensité du rouge, elle est pas bonne, c'est un orange trop foncé. Donc ça, moi j'avais fait ces erreurs-là quand je travaillais sur le canari. Donc c'est pour ça, moi je suis persuadé que les aliments chimiques, en fait, la coloration chimique, elle est beaucoup plus efficace que la coloration naturelle. Donc pour ceux qui font des concours, pour ceux qui ne font pas de concours, évitez en fait les colorants chimiques et puis favoriser plutôt les aliments en teneur et en diversité, surtout la diversité, les amis. Donc maintenant, j'ai vu passer beaucoup de publicités concernant des produits chimiques. Donc je reviens sur les produits chimiques qui ne font que intensifier en fait la couleur rouge. Donc vous avez vu que lors d'une des dernières vidéos, en fait, on avait regardé sous microscope la plume du masque. Et la plume du masque, elle n'est pas lipo, c'est une plume mélanique dont le bout, il est
orange. C'est-à-dire, si le chardonneret il est classique, la plume elle est noire et le bout de la plume il est rouge. Et comme les plumes elles se mettent les unes sur les autres, nous on voit que le rouge en fait. C'est ce qui fait le masque. Donc il y a certains produits qui sont un peu, je vais dire c'est trop de publicité, il ne faut pas croire à la publicité aussi, qui disent ouais bah en fait si vous prenez ce produit-là ne va travailler que la couleur rouge du masque, il ne va pas toucher au rémige, il ne va pas toucher en fait aux autres plumes. Il ne faut pas oublier que le chardonneret est un lipo jaune avec un peu de blanc, donc la majorité de la couleur de fond du chardonneret il est jaune. Et il n'y a aucun produit qui va aller cibler en fait le masque, parce que les pigments du masque ce sont les mêmes, les pigments qui vont aller un peu partout dans le corps, à savoir le rouge ou bien l'orangé ou le jaune. En fait l'orangé c'est du faux jaune ou du faux rouge. Donc quand on vous dit bah, ce produit-là n'ira colorer que le masque, ça n'existe pas les amis. C'est comme si je vais vous donner un autobronzant, donc je vais vous donner un produit que vous allez ingérer et je vais vous dire en fait ce produit-là ne va vous bronzer que le visage, que les mains. Ça n'existe pas. Le corps, l'oiseau quand il va ingérer en fait le produit chimique va se répartir dans toutes les cellules. Et quand il va arriver à des cellules qui doivent produire des pigments rouges, il va les booster, ils vont produire. Et quand il va arriver dans des cellules qui vont fixer des pigments rouges, il va les booster, ils vont fixer. C'est ça en fait le produit chimique. Le produit chimique, il est ingéré, il va dans toutes les cellules. Il ne sélectionne pas, il ne va pas sélectionner les cellules ou les plumes du masque. En fait, il va aller partout. C'est pour ça qu'il faut doser intelligemment en fait votre colorant chimique. Et il y a des gens en fait qui ont coloré leurs oiseaux avec de la betterave, avec de l'onagre, avec des produits naturels, mais ils ont quand même les miroirs et les rémiges un peu orangés. Et pourtant c'est pas de la coloration chimique les amis. Ils ont même un orangé clair. C'est pas du jaune clair, c'est pas du rouge un peu foncé, mais c'est de l'orangé un peu foncé. Donc si vous prenez l'oiseau qui a été coloré naturellement mais avec excès et un oiseau qui a été coloré chimiquement avec excès, ils n'ont pas la même coloration des rémiges les amis. Mais dans tous les cas, l'excès de coloration, que ce soit naturel ou chimique, n'est pas bon pour le foie, parce que ça fait un foie gras, ça fait cumuler beaucoup de produits, que ce soit naturel ou chimique dans le foie. Et si on ne connaît pas le programme de nettoyage du foie, les amis, on peut perdre les oiseaux parce que le foie, il est ralenti. Il ne fera pas ses fonctions vitales, à savoir nettoyer, purifier le sang, à savoir réguler les vitamines, les acides aminés, les oligo-éléments. Voilà, donc comme on a vu dans la vidéo du foie, il y a plus de 1500 fonctions au foie. Et quand on l'occupe avec le produit chimique, il ne fait pas en fait les 1499 autres fonctions. Et l'oiseau, s'il n'a pas ses fonctions, bah, il perd, et puis on va nous le perdre. D'accord les amis? Donc juste pour vous dire, il n'existe pas de produit chimique ou de produit naturel qui va viser uniquement le masque. Ce sont les mêmes cellules. Donc là où il y a du jaune, couleur de fond, il y aura du rouge. Parce que la cellule de la bêta-carotène qui va fabriquer la bêta-carotène, elle est la même. Soit elle va fixer le rouge et produire le rouge et fixer le rouge, soit elle va produire le jaune et fixer le rouge. Et entre les deux, en fait, c'est la couleur orange. D'accord? Donc, on ne va pas dire mon produit va te faire le masque, il ne va pas toucher au rémige. Non, ça, c'est la fréquence du programme. C'est la fréquence de la distribution du programme, que ce soit chimique ou naturel, qui va faire que... C'est comme le canal. Les gens, en fait, les éleveurs du mosaïque, du lipo mosaïque, que ça soit jaune ou rouge, eux ils connaissent très bien ces pièges là, parce que à un moment donné il faudra arrêter le colorant en fonction des points d'élection qu'on voit sur l'oiseau. Donc si on commence à voir que le masque il bave trop, il vient coller en fait la tache de la poitrine, on arrête. Si on voit que le rouge sur les épaules il commence à descendre sur les ailes, on arrête. Si on voit que le masque il va trop loin mais il devient dilué, on arrête. Si on voit aussi que le croupion
il remonte jusqu'au dos, on arrête. Voilà, en fait, ça, c'est un peu de l'artisanat quand on fait des mosaïques, parce qu'on dit pas, on sait à quel moment il faut arrêter, 40, 45e jour, mais on ne sait pas, ça dépend en fait du métabolisme de chaque oiseau. On ne sait pas à quel moment exactement il faut arrêter la coloration. C'est quand l'éleveur voit sujet par sujet que là, on est à la limite, il faut que j'arrête. Là, si je continue, je vais gâcher mon oiseau. Là, si je continue, je vais plus pouvoir en fait l'exposer. Là, je dois l'arrêter. Là, il est parfait, etc. C'est du cas par cas. C'est pour ça qu'il faut isoler ces oiseaux. Mais chez le chardonnay, il ne faut pas se prendre toute cette tête-là. Moi, je vous ai partagé des informations. Donc, le chardonnay, il sait fixer, il sait fabriquer trop de pigments. Mais par contre, il faut savoir les gérer pour ne pas avoir des rémiges orangées. Comme je vous ai expliqué, les rémiges orangées, vous pouvez les retirer après la mue à hauteur de 2 par semaine de ce côté-là, de 2 par semaine, et les rémiges qui vont pousser en dehors du programme de la coloration, ils seront jaunes éclat comme les chardonnays naturels, les amis. Mais n'oubliez pas, ne réduisez pas encore une fois. Un produit ne fait pas l'intégralité de la qualité de vos oiseaux. Les produits sont là pour finition. Un produit ne fait pas tout le travail de sélection, un produit ne fait pas tout le travail d'hygiène, un produit ne fait pas tout le régime alimentaire. Donc les produits sont là pour régler des problèmes secondaires, mais ils ne sont pas là pour régler les problèmes de base. Les problèmes de régime alimentaire, ça c'est un problème de base. Les problèmes de la génétique, c'est un problème de base. Si l'éleveur il a fait ses croisements n'importe comment, il ne faut pas qu'il s'étonne que ces masques ils sont dilués. Colorant chimique ou naturel, ça agit pas, parce que les masques, c'est d'abord de la génétique, les amis. Je vous ai fait une vidéo spéciale comment travailler les masques, comment sélectionner vos couples pour travailler les masques. De beaux masques ne font pas des beaux masques. Il faut toujours casser une bonne qualité avec une moyenne qualité pour monter en gamme dans vos jeunes, les amis. Donc, je pense que j'ai fait le tour de... Je pense que j'ai fait le tour en fait de toutes les questions, les amis. Je vais vous laisser avec une démonstration que j'ai faite là pour vous montrer en fait comment les pigments rouges se fixent chez le chardonnay. Encore une fois, en fait, c'est pas une invention. La coloration, elle existait déjà chez le tarin, elle existait déjà chez le bouvreuil, elle existait chez beaucoup d'autres fringillidés. Elle a existé récemment chez le canari. Et du canari, bon, bah, la suite normale, bah, chez le chardonnay. Sauf qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec le chardonnay. Il faut connaître les règles. La règle numéro 1, c'est qu'il faut bien sélectionner vos géniteurs pour avoir des jeunes avec un beau masque. Sujet numéro 2, c'est qu'il faut colorer les têtes blanches, les porteurs de têtes blanches ou le jaune. Et sujet numéro 2, il faut savoir nettoyer le foie de vos oiseaux après le programme du mosaïque, les amis. Et puis, si vous voyez que ça ne marche pas, les amis, bah, il faut changer de souche, parce que vos souches de chardonnay ne sont pas des souches qui fixent ou qui produisent du colorant, les amis. Je vais vous laisser avec une petite démonstration qui va vous montrer en fait la différence entre la mutation normale et la même mutation jaune. Pourquoi le jaune il fixe plus le rouge, le colorant rouge. Donc c'est des expériences que j'ai faites. Et en même temps, je vais vous montrer comment les pigments rouges se déposent sur la plume par rapport à une plume jaune. Donc ici, on a deux fois en fait la même mutation, c'est de l'aminée. Donc en tête blanche. Donc ce sont deux frères de cette saison. Donc vous voyez, le premier il est jaune sur le premier plan. Et le deuxième il est en couleur de fond normale. D'accord? Donc les deux jeunes, ils ont pris le même régime alimentaire pendant la mue, chargé en contaxanthine, c'est-à-dire en coloration. Donc vous voyez très bien que la couleur normale, donc lui là, il n'a pas fixé de colorant ni sur le dos, ni sur les flancs, ni sur le croupion. Vous voyez très bien qu'il n'a pas de tache de contaxanthine, mis à part les miroirs. Je vais vous expliquer pourquoi les miroirs. D'accord? Alors que son frère, de l'autre côté, je ne sais pas si vous arrivez à voir, lui, il est tacheté de partout. Voilà, donc sur la poitrine, sur les flancs, sur le croupion. Voilà, il est tacheté de partout avec des taches en fait rouges. Alors, donc ce que je disais hier, c'est que quand l'oiseau il est en couleur de fond jaune, il est déjà récepteur à la coloration.
C'est-à-dire le colorant, il va s'installer là où il y a déjà des pigments actifs de la caroténoïde. Comme le jaune, c'est de la caroténoïde et la contaxanthine aussi, c'est de la caroténoïde. Les pigments rouges vont aller s'installer dans les cellules qui sont déjà en fait chargées de zéaxanthine ou de lutéinine. Alors que le même frère, même programme alimentaire, donc il en a un peu sur la poitrine, mais c'est normal parce qu'il est tête blanche, mais vous regardez, il a des flancs propres, il a un croupion propre et un dos très propre. Il n'est pas tacheté. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a des cellules qui sont désactivées, comparé à son frère. D'accord? Et pour revenir sur le jaune, aujourd'hui sur les canaris, on sait très bien que pour travailler l'intensif et le chimet, le rouge, on préfère, les éleveurs, ils préfèrent partir d'un lipo jaune. Et c'est pas en fait un choix au hasard, c'est un choix parce que le lipo jaune, il a déjà des cellules caroténoïdes qui sont déjà actifs. Donc on va les occuper avec de la coloration rouge. Ça nous permet d'avoir des sujets rouges beaucoup plus meilleurs que si on partait d'un lipo blanc, les amis. Je vais essayer de les attraper et je vais vous montrer en fait la plume. Ils ont exactement la même plume. Je vais les attraper dans la vidéo qui suit et je vous montrerai en fait leur plume. Donc ensuite, là, j'ai pris une plume de chaque, les amis. Je les ai mis sur une feuille blanche pour mieux voir en fait les. Donc vous voyez très bien que la structure de la plume, elle est la même. La répartition de la mélanine, elle est la même. Et à gauche, on voit en fait présence de pigments rouges. Donc si j'avais pas coloré l'oiseau, on aurait vu des pigments jaunes. Et vous voyez très bien qu'il n'y a pas une zone jaune et une zone rouge. En fait, la zone jaune et rouge, ils sont en fait superposés. C'est-à-dire le rouge, il est parti s'installer là où il y avait du jaune. Et en termes de structure, aujourd'hui, je suis d'accord avec Kamal. En fait, le jaune avant, en fait, c'est pas le jaune qui modifiait la structure de la plume. C'est que les premiers jaunes qu'on avait, ils n'étaient pas de bonne qualité. Donc leur structure, elle était déjà mauvaise. Mais avec le travail de sélection, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, quand l'éleveur ne sait pas sélectionner, ne comprend pas ce qui se passe au niveau de la plume, il fait n'importe quoi, il rétrécit en fait la plume. Mais par contre, quand on va voir les jaunes qui sont chez des éleveurs qui savent ce qu'ils font dans leurs élevages, la plume en fait, elle est de la même structure qu'une version normale. Voilà, donc ça c'est le savoir de chaque éleveur. Mais aujourd'hui, c'est juste pour dire, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éleveurs qui ont enfin compris, et ça concerne toutes les mutations. Je suis d'accord avec Kamal aussi, c'est pas que le jaune, toutes les mutations, il y a quand même pas mal d'éleveurs aujourd'hui qui ont un petit parcours académique via les clubs, les associations, etc. Et ils commencent déjà à faire en fait des liens entre la partie théorique et la partie pratique, quoi. Et donc là, par exemple, ce sont les deux frères. On voit très bien que la structure de la plume, elle est la même, donc en termes de longueur et en termes de largeur. Donc tu me parlais des barbes Kamal. Donc là, c'est un exemple où les barbes, ils sont de la même dimension, de la même longueur. Et c'est juste pour vous montrer en fait que aujourd'hui, il existe aussi des jaunes en fait sur lesquels la plume en fait n'est pas rétrécie, n'est pas serrée, comme on le voyait à l'époque où on découvrait en fait les jaunes, où on n'était pas en fait formé et conscient de tous les impacts en fait de la structure de la plume sur le phénotype global de l'oiseau. Danse, 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 danse. Allez, danse, 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 danse. Check, 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 check. Bravo. Danse, 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 danse. Ah, ah, allez, check, 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 bravo, bravo. Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et cette vidéo sera la dernière de la série 2023, les amis, parce qu'on se trouve enfin en période de fin d'année, période de fête. Par la même occasion, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Oui, allô? Bonjour, c'est Nivra pour le... Oui, bonjour. C'est bon, je suis là dans 5 minutes. Ok, bon bah je suis là. À tout de suite. Bon les amis, c'était Canaries du 28. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous souhaite une bonne fin d'année les amis, et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année, la nouvelle année 2024 les amis. C'était Canaries du 28, bon visionnage et à la prochaine vidéo.